Voilà, métropole du Grand Paris, 5e. Bonsoir à tous. Je m'appelle Olivier Delagarde. Je suis habituellement journaliste à France Info. Très heureux d'être avec vous pour cette cinquième réunion publique de présentation des grands enjeux de la métropole du Grand Paris. Présentation de ce que l'on appelle le SCOT, ce schéma de cohérence territoriale. On aura le loisir d'expliquer un petit peu mieux d'ici quelques minutes les tenants et les aboutissants de ce SCOT. Cinquième débat, il va y en avoir 12 à un rythme assez soutenu d'ici le 3 juillet prochain. 12 sur 12 thèmes différents. On a commencé il y a 2 semaines à Nogent-sur-Marne, on a parlé des risques naturels, des risques d'inondation, puis on est allé à la Alpajol, dans le 18e arrondissement de Paris, pour évoquer la nature en ville. Nous sommes allés ensuite aux ateliers Médicis de Clichy-sous-Bois pour parler de la rénovation et de la façon dont on restaure, on redonne vie à des quartiers en difficulté. Et puis la semaine dernière, on était à Suresnes pour parler du logement. Et enfin donc ce soir, très heureux d'être ici dans cette belle ville de Sceaux où il va être question de transition énergétique. Alors je vous salue, vous public qui avez bravé la tempête, vous êtes vraiment formidables, soyez-en remerciés. Et puis je salue aussi les internautes qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre réunion après réunion en streaming sur le site de métropolegrandparis.fr/Scott. Alors peut-être quelques chiffres clés, je ne vais pas vous ennuyer avec beaucoup de chiffres pour commencer parce que le débat va y contribuer. 12% de l'énergie consommée aujourd'hui est issue de sources renouvelables ou de récupération, 12% seulement. 1 400 000 habitants restent exposés à un air de mauvaise qualité. Voilà peut-être des chiffres pour alimenter votre réflexion. Ivan Itzkovitch va venir nous rejoindre d'ici quelques minutes. Il était un peu coincé dans les embouteillages. Mais je vais tout de suite demander à Chantal Braud, qui est premier adjoint au maire de Sceaux, qui représente le maire, de venir sous vos applaudissements. Ça, quand même. Chantal Braud, merci de vous accueillir dans cette commune superbe qu'est Sceaux, tout de même. Ça, j'acquiesce. Cette commune est superbe. Et vous savez comment nous l'appelons, notre commune? Elle est mouillée comme partout ailleurs. Un peu mouillée, là. Pas plus ici qu'ailleurs. Nous l'appelons le village métropolitain. Nous y tenons beaucoup. Et ça veut dire plein de choses, et notamment pour ce qui va se dire ce soir, il y a une vraie raison. Donc une vraie raison pour vous accueillir ce soir, et mes collègues ici présents ne me démentiront pas. D'abord parce que le maire de Sceaux vous prie de l'excuser, il est dans d'autres responsabilités aussi importantes qui auraient été celles-ci, chers messieurs, mais il nous a délégué son pouvoir modestement, parce que Philippe Laurent a un grand pouvoir, en tout cas celui d'être maire. Et Sceaux revendique cette idée d'accueillir ce soir ce débat, parce qu'il y a très longtemps que nous travaillons sur ces sujets, que nous avons le sentiment d'être des partenaires actifs de ce schéma de cohésion territoriale, parce que nous avons délibéré au mois de décembre 2017 à ce sujet-là, et que nous avons mis autour de cette question, évidemment nous sommes appuyés sur notre plan local d'urbanisme, et notamment sur le PADD, nous nous sommes appuyés sur une charte du centre-ville qui englobe toutes les grandes questions qui sont traitées dans le cadre de cette concertation et de ces 12 thèmes très importants, et que par conséquent, nous considérons que la ville de Sceaux est un acteur majeur, qu'elle est prête à enclencher une dynamique nouvelle, qu'elle sera à la hauteur des enjeux de ce schéma de cohésion territoriale, et que s'il en était besoin, mes collègues vous en diront plus tout à l'heure et vous le prouveront. Alors évidemment, tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Nous avons en plus, figurez-vous, parce qu'ici je vois qu'il y a des acteurs majeurs de l'environnement à Sceaux, procéder à une très grande consultation sur cette transition écologique, énergétique et environnementale dans ces 2 derniers mois passés, et que nos concitoyens et les habitants de Sceaux, que nous appelons les C1,
les C1, C1, CN. Et posé la question tout à l'heure, eh bien, ils ont adhéré absolument à cette idée de prendre une part active dans cette transition, d'être des acteurs et d'assumer leurs responsabilités, d'abord pour les territoires de Sceaux, bien évidemment, qui nous tient à cœur, mais pour le territoire métropolitain et pour ce pays et cette planète Terre. Donc, on a bien compris que 2050, pour l'assainissement de l'air et pour avoir réglé beaucoup de problèmes, c'est très loin, ça nous paraît loin, mais je pense que nos enfants et nos petits-enfants auront en 2050 le bonheur de dire il y avait le SCOT territorial, métropolitain et territorial, mais métropolitain, et grâce à lui, en partie, nous avons gagné des paris et nous les gagnerons ensemble. Il faut absolument que tout évidemment, on pourrait avoir 100 personnes ici, ce serait l'idéal. Mais je mais il y a du monde. Ils sont là. Ils sont sur Internet. Vous allez voir, ils posent pas mal de questions. Eh bien, moi, je leur dis à tous ces internautes, Sceaux sera un élément majeur dans cette transition énergétique dont il sera question ce soir, et nous sommes convaincus que nous tenons le bon bout de tout ça. Vive Sceaux, vive le Scott, vive Chantal Braud. Merci beaucoup en tout cas de votre accueil. Les élus... Ben oui, mais c'est un bel enthousiasme. Et puis d'ailleurs, les élus C1 seront donc bien représentés dans un instant au débat. Il y aura Florence Presson, qui est adjointe au maire chargée de ces affaires. Puis je signale également la présence dans la salle de Patrice Paté, qui est adjoint au maire délégué à l'urbanisme, à l'espace public et à la mobilité. Merci de votre présence et soyez salués. Alors, on parle de ce SCOT, on va en reparler tout à l'heure avec Yvan Iskovic, mais peut-être, qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme? C'est la question que vous vous posez. Eh bien, je vous propose, pour y répondre, un petit film d'une dizaine de minutes. Regardez. Avec 131 communes, 12 territoires et plus de 7 millions d'habitants, la métropole du Grand Paris fait partie des grandes métropoles mondiales. Et comme toutes les métropoles, elle doit se développer tout en assurant la qualité de vie de ses habitants. Alors pour ce faire, la métropole du Grand Paris travaille sur un SCOT métropolitain. Un quoi? Un schéma de cohérence territoriale métropolitain. C'est un document qui organise le développement de la métropole pour les 15 à 20 ans à venir. Le SCOT ne va pas se faire en un jour, il est le fruit d'un long processus. Il est élaboré par les élus de la métropole, des communes et des territoires, avec la participation des habitants, des entreprises, des associations, des experts et des techniciens. La concertation avec tous les métropolitains permettra d'alimenter le projet qui sera approuvé définitivement en 2020. À terme, le projet sera voté par l'ensemble des 209 conseillers métropolitains. C'est un document d'urbanisme qui mettra en cohérence les politiques publiques métropolitaines d'aménagement et de développement que devront respecter les communes et les territoires. Le diagnostic remis dans un premier temps aux élus a mis en avant 3 grands défis pour l'avenir. Garantir une métropole rayonnante et attractive, assurer une bonne qualité de vie à tous et répondre aux défis environnementaux. La métropole du Grand Paris est la première destination touristique au monde. Centre culturel international, elle a accueilli 24 millions de visiteurs en 2017. Avec 3 aéroports sur son territoire ou à proximité, elle est au cœur des échanges entre la France, l'Europe et le monde. Les grands équipements actuels ou en projet, comme les universités ou le futur centre aquatique olympique, participent également à son rayonnement et à son attractivité bien au-delà de ses frontières. Véritable moteur économique, la métropole génère à elle seule près du quart de la richesse française. Un dynamisme qui se retrouve dans la grande diversité de ses secteurs d'activité, notamment l'innovation, la recherche, la santé, toutes les formes d'industrie, la logistique, la finance, les médias et la culture, mais aussi par la présence de grands quartiers d'affaires. Cette économie diversifiée est toutefois marquée par des déséquilibres territoriaux importants, avec des taux d'emploi qui vont du simple au quadruple selon les territoires. La métropole, et plus largement l'Île-de-France, est aussi la première région logistique de l'Hexagone. 450 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année, majoritairement par route. Ces flux de transport routier importants induisent une congestion croissante et impactent la qualité de l'air au quotidien. La métropole du Grand Paris concentre près de 60% de la population d'Île-de-France et près de 70% des emplois. Si son rythme de croissance se poursuit,
sa population pourrait atteindre près de 7,5 millions d'habitants en 2035. La métropole du Grand Paris doit se donner les moyens d'accueillir l'ensemble de sa population, étudiants, jeunes actifs, familles, retraités, et leur garantir un cadre de vie de qualité. Le logement est aujourd'hui une question cruciale pour les métropolitains. La métropole doit permettre à l'ensemble de ses habitants de trouver à se loger sur son territoire à des prix raisonnables et adaptés. Le rééquilibrage de l'offre sur le territoire métropolitain et la construction de nouveaux logements, notamment sociaux, sont des enjeux majeurs. L'État impose un objectif de 38 000 logements neufs par an, dont une part significative de logements sociaux. Quant au réseau de transport en commun métropolitain, s'il atteint aujourd'hui ses limites, de nombreux projets sont en cours pour l'améliorer et le développer. Avec les futures lignes du Grand Paris Express, plus de 60 nouvelles gares vont être créées qui faciliteront les déplacements dans toute la métropole. Ce développement urbain ne doit pas pour autant se faire au détriment des espaces verts et naturels qui participent de la qualité de vie et de la construction d'une métropole résiliente. Logement, activité économique, déplacement, consommation. Le mode de vie urbain impacte directement notre environnement et notre santé. La métropole a donc mis en place le plan climat-air-énergie métropolitain qui prévoit de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Quant à la pollution de l'air, elle entraîne une surmortalité de 6600 décès par an. Dès juillet 2019, la métropole va instaurer une zone à faible émission dans le périmètre de l'A86 sur 79 communes pour limiter l'accès aux véhicules les plus polluants. La qualité de vie des métropolitains peut aussi être impactée par d'autres nuisances comme le bruit, la pollution liée à certaines activités industrielles ou encore les risques naturels comme les canicules ou les inondations. Pour répondre aux défis environnementaux et prévenir les risques et nuisances, il est aujourd'hui indispensable de repenser l'organisation et le fonctionnement des villes, ainsi que la conception des bâtiments. Il faut rendre l'espace public plus paisible, mieux gérer les ressources en eau et en énergie, et sauvegarder les espaces verts et agricoles. Aujourd'hui, seuls 14% de la métropole est occupée par les milieux naturels. Enfin, la métropole se lance le défi de la gestion des déchets, avec l'objectif de traiter la moitié des déchets présents sur le territoire d'ici 2020. Ce diagnostic a été largement partagé par les habitants lors de la tournée du bus du SCOT de mai à juillet 2018. Ils se sont particulièrement exprimés sur la nature en ville, les transports et les équilibres territoriaux. Avec le projet d'aménagement et de développement durable, les élus métropolitains ont affirmé 12 grandes orientations prioritaires. Conforter une métropole polycentrique, embellir la métropole et révéler les paysages, permettre aux quartiers en difficulté de retrouver une dynamique de développement, s'appuyer sur les nouvelles technologies et les filières d'avenir, mettre en valeur la singularité culturelle et patrimoniale de la métropole, offrir un parcours résidentiel à tous les métropolitains, agir pour la qualité de l'air, renforcer l'accessibilité de tous à tous les lieux en transport en commun, conforter les fonctions productives et la diversité économique de la métropole, suivre une stratégie ambitieuse d'économie circulaire et de réduction des déchets, organiser la transition énergétique, maîtriser les risques et lutter contre les dégradations environnementales. Véritable projet politique, ces 12 grandes orientations vont se traduire concrètement en règles d'urbanisme à travers le document d'orientation et d'objectifs, DOO. Un document qui servira de référence aux plans locaux d'urbanisme des communes et aux plans locaux d'urbanisme intercommunaux des territoires de la métropole. Aujourd'hui, ce sont ces 12 grandes orientations, ces 12 grands paris de la métropole qui vous sont présentés. Vous pouvez les découvrir sur notre site dédié au SCOT, mais aussi à travers une exposition et les documents mis à votre disposition pour une concertation inédite. À travers des visites de sites exceptionnels, des rencontres et 12 réunions publiques sur tous les territoires de la métropole, vous êtes tous invités à participer à ces grands paris. 12 grands paris qui vont construire l'avenir de la métropole pour une métropole plus attractive, plus équilibrée, plus durable. On va demander aux participants à notre débat maintenant de venir me rejoindre à cette tribune. Nicolas Machtou, Anne Créty, Michel Georgia, Florence Presson, Daniel Guiraud et bien sûr Yvon Etzkovitch. Pendant qu'ils viennent s'installer tranquillement, je vais évidemment vous les présenter.
Daniel Guiraud, vice-président de la métropole, délégué à la mise en œuvre de la stratégie environnementale et au développement des réseaux énergétiques. Florence Presson, dont je parlais tout à l'heure, qui est adjointe au maire de Sceaux, déléguée à transition énergétique numérique et à l'économie circulaire. Anna Créti, professeure à l'université de Paris-Dauphine, directrice scientifique de la chaire climat et de la chaire gaz naturel. Vous êtes également responsable de la chaire European Electricity Markets. Vous êtes aussi chercheuse affiliée à l'école polytechnique et à Berkeley, en Californie. Vos travaux portent sur l'économie liée aux énergies et au développement durable. Vous avez travaillé sur le marché des énergies et du carbone et les déterminants du prix du carbone, si mes informations sont exactes, et elles le sont. Nicolas Machetou, à côté de vous, directeur délégué Île-de-France d'Enedis. Enedis, évidemment, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, c'est l'ancien ERDF. Merci beaucoup, Michel Joria. Vous jouez un rôle évidemment important dans la transition énergétique avec vos fameux compteurs Linky, qui sont parfois décriés, mais qu'on estime aussi, qui servent aussi à beaucoup de choses. Enedis, qui est un partenaire essentiel du projet du Grand Paris, puisqu'il doit permettre le raccordement de 68 nouvelles gares, 800 000 nouveaux logements, ainsi que 200 km de nouvelles lignes de métro. Michel Gioria, à côté de moi, directeur régional Île-de-France de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous êtes l'opérateur pour l'État de la mise en œuvre de la transition énergétique dans les domaines du transport, du bâtiment, de l'agriculture et de l'industrie, rien que ça. Et puis enfin, Yvan Itzkovitch qui nous a rejoint. Bonjour à vous, Yvan Itzkovitch, vous êtes conseiller métropolitain. C'est vous qui êtes finalement le papa de ce SCOT dont on a vu un peu les grandes lignes, animateur du comité de pilotage. Quelques mots quand même d'explication sur... Peut-être d'abord cette métropole du Grand Paris, évidemment, on en parle. Il y a des gens qui comprennent pas encore à quoi ça sert. On se dit, à Paris, en la région parisienne, on a les communes, évidemment, la commune de Sceaux, Paris, on a évidemment les départements, on a la région. Cette métropole, elle était vraiment indispensable ? Bonsoir, je vais déjà remercier la ville de Sceaux de nous accueillir ici pour cette réunion sur la transition énergétique, réunion publique concertation, représentée par sa première adjointe qui représente Philippe Laurent, maire de Sceaux. Merci de nous accueillir ici. Ah, on l'a bien entendu, hein, alors, ici là, à Sceaux ce soir. Finalement, Olivier de Lagarde, vous l'avez bien dit, la métropole, elle ne se définit pas tant parce qu'elle est d'un point de vue institutionnel que parce qu'elle est sur le fond. Finalement, qu'est-ce que c'est la métropole sur le fond? C'est de considérer qu'un certain nombre de grands sujets, je cite toujours les mêmes, mais ils sont éloquents. Le sujet de la pollution et des risques liés à tout ce que cela engendre pour la santé, l'aménagement du territoire, le risque d'inondation, la problématique du logement, toutes ces grandes problématiques, on se rend compte que les maires, à l'échelle de leurs communes et des frontières administratives des communes, ne peuvent pas eux-mêmes régler ces questions, et que certains grands sujets, qu'on nous appelle les communs, on les a appelés les 12 grands paris de la métropole, on ne peut bien les gérer pour la zone dense qu'est la métropole qu'à cette échelle-là, l'échelle métropolitaine. Et je crois que le sujet le plus éloquent, celui de la qualité de l'air, et Daniel Guiraud s'en occupe tous les jours pour la métropole, les particules fines, elles n'attendent pas les frontières administratives des communes pour se répandre, et force est de constater, on a déjà eu le débat plusieurs fois, qu'elles sont concentrées autour de cette zone dense. Si on voulait dire ce que c'est aujourd'hui aux métropolitains, ce que c'est la métropole, on dirait, voilà, c'est quelques grands sujets qu'on partage tous en commun, sans aller dans les débats institutionnels qui d'ailleurs ne mènent à rien. Alors, donc, font partie de cette métropole 131 communes, un conseil de 200 élus. Vous arrivez quand même à discuter, à vous mettre d'accord sur un certain nombre de sujets, parce que dans la métropole du Grand Paris, il y a des élus de droite, de gauche, des écolos, vous avez tout. Parce que le principe d'une intercommunalité, ce n'est pas finalement une nouvelle couche. C'est une forme de coopération entre 131 communes, sous l'autorité d'un président, le président Patrick Ollier, qui coordonne et met en œuvre, dans certaines compétences qui sont les siennes, avec les grands enjeux que je viens de détailler, un certain nombre de politiques, de grandes décisions, qui sont majoritairement des décisions structurelles et stratégiques qui nous permettent
de se coordonner et d'agir. Donc il ne s'agit pas de remplacer le pouvoir des maires, il ne s'agit pas de remplacer les maires qui sont élus au suffrage universel, il s'agit de coordonner l'action, et dès lors qu'on est dans la coordination, tout se passe bien. La preuve, on est là ce soir. Bon, on va voir ça ce soir, effectivement. Un petit mot encore. À Lyon, si je ne m'abuse, on a élaboré également un SCOT. On a mis 15 ans. À Paris, vous faites ça en 2 ans. Alors, on est évidemment plus fort qu'ailleurs dans la métropole du Grand Paris. La chose est évidente et je salue les internautes lyonnais qui nous regardent. Mais ça veut dire quoi? Vous faites un SCOT un peu à marche forcée? Alors, vous faites bien de le signaler, je vais même aller plus loin. La métropole de Lyon, c'est autour de 2 millions et demi d'habitants. La métropole du Grand Paris, c'est 7 millions et demi. C'est la première fois, il faut se rendre compte de ce qu'on est en train de dire, et ce qu'on est en train de faire surtout, dans l'histoire de l'aménagement du territoire en France, qu'on fait un SCOT pour 7 millions et demi d'habitants. Ça n'existe pas, c'est la première fois qu'on le fait. Alors vous dites, mais 2 ans, est-ce que ça suffira? Alors, est-ce que ça va pas un peu vite, quoi? Je ne sais pas. En tout état de cause, nous serons normalement amenés à arrêter un premier projet de SCOT à l'automne prochain. Peut-être qu'il sera revu par les équipes qui sortiront des urnes en mars 2020. Peut-être qu'il sera encore retravaillé. Je ne dis pas que dans 2 ans, on aura un SCOT exécutoire. Mais en tout état de cause, il y a urgence sur certains sujets à agir. On citait la qualité de l'air et la pollution, mais le sujet du logement est aussi un sujet d'urgence. Le sujet du maillage entre les services qu'on offre aux habitants et le réseau de transport est un sujet qui est pleinement traité par le SCOT. Il y a des urgences et on ne peut pas se permettre de dire « moi allons, regardons dans 15 ans si on peut le faire ». Plus vite on aura réglé et on aura pris des grandes décisions stratégiques, plus tôt on arrivera à régler les problèmes qui aujourd'hui sont le quotidien des habitants et de ceux qui travaillent dans la métropole. Donc ce SCOT, c'est véritablement la feuille de route pour les 15 ans qui viennent. Bon, on va donc parler de transition énergétique. Merci à vous de participer à ce débat. L'objectif que s'est fixé la métropole Grand Paris, vous l'avez entendu, c'est la neutralité carbone aux horizons de 2050. Je me tourne vers vous, Michel Joria. Est-ce que ça vous paraît possible, tenable? Alors, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Une bonne question. Alors, d'abord, il faut un petit peu rappeler ce que c'est la neutralité carbone pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde et qu'on regarde un petit peu comment ça se passe au niveau international et au niveau français. La neutralité carbone, l'idée, c'est de dire je n'émets pas plus de gaz à effet de serre que ce que la biosphère peut en absorber. Ok, donc je prends toutes les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, liées à mes déplacements, liées à mon logement, mon chauffage, etc. Puis je regarde à peu près ce que c'est, et puis j'essaye de les faire baisser jusqu'à un niveau qui correspond à ce que la biosphère, donc les forêts, les océans, les sols, etc., peuvent absorber. Une version un peu moins stricte de la neutralité carbone, c'est la version qui intègre tout ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Donc la géo-ingénierie, c'est par exemple, je prends les fumées assorties des cheminées de charbon, des centrales à charbon, et puis je les purifie, j'en extrais le CO2, je transporte le CO2 et j'injecte le CO2 sous les sols. C'est ce qu'on appelle le captage, le stockage géologique du CO2. Donc ça, c'est une version un peu moins stricte de la neutralité carbone, mais de là où je suis et au regard des différents projets qu'on a soutenus sur le sujet et puis de ce qui se passe au niveau international sur le sujet, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est encore un petit peu hasardeux, notamment parce que quand on stocke du CO2, si on veut véritablement que ça ait un effet sur la concentration de CO2 dans l'atmosphère, il faut le stocker pendant plusieurs centaines d'années. Et là, quid de l'interaction entre le CO2 et les sols, l'étanchéité des réservoirs, et puis s'il y a une fuite de réservoir, qui est responsable de cette fuite et comment on régule tout ça? Première chose. Et deuxième chose, c'est que quand vous voulez stocker du CO2, il faut avoir un dispositif industriel qui est extrêmement consommateur d'énergie à ce jour, hein, et donc le bilan de tout ça, et voilà. Donc moi, la vision, c'est plutôt, et la vision, je pense, de la neutralité carbone de la métropole, c'est plutôt une vision plutôt stricte. Donc, on dit, on n'émet pas plus de gaz à effet de serre, que ce que la biosphère peut en absorber. Alors, c'est un objectif que la France a pris dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone et qu'elle va une loi qui s'appelle la petite loi énergie, qui est en cours de discussion en ce moment, et qu'elle va aussi prendre. Est-ce que c'est réaliste?
C'était ma question. C'est réaliste à une condition, qu'on engage une division par 8 de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2010. Divisé par 8. Divisé par 8 nos émissions de gaz à effet de serre. Donc divisé par 8 nos Pourquoi vous émissions... dites 2010, ça a diminué là de... De 1900, alors, les premiers objectifs qui sont liés au protocole de Kyoto, en fait, entre 1990 et 2010, les émissions françaises de gaz à effet de serre ont diminué par l'effet des politiques et par l'effet de l'évolution de nos structures d'activité économique. Et ça a diminué de combien? Ça a dû diminuer d'un peu plus de 10%. Bon. Okay, entre 1990 et 2010. Okay. On émettait à peu près 565 millions de tonnes de CO2 en 1990. On émet aujourd'hui à peu près 485 millions de tonnes de CO2 en France aujourd'hui. Et donc, il faut diviser tout ça par 8 pour atteindre la neutralité carbone. Mais alors attendez, Michel Joria, vous me dites qu'on a diminué, on a réussi à diminuer de 10% à peu près en 20 ans, et là vous me dites qu'il faudrait diviser par 8 en 30 ans. Et c'est pour ça qu'il faut faire absolument un saut quantique dans le rythme et l'ampleur des politiques qui sont conduites. Et ça veut dire qu'il faut, et on revient à l'affaire du Grand Paris, parce que ça c'est assez intéressant, ce qui était le petit film qu'il y avait juste avant, c'est-à-dire qu'on doit absolument transformer en profondeur la manière dont on utilise l'énergie, en étant le plus efficace possible, donc isoler vos bâtiments, réduire l'usage des voitures, etc. Première chose, travailler sur les usages, avoir une approche par la sobriété, et dernièrement, travailler sur tout ce qui est énergie renouvelable et énergie non carbonée. Et c'est avec ces 3 actions-là qu'on va réussir à, petit à petit, réduire massivement ces émissions de gaz à effet de serre. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il faut transformer en profondeur le système économique. Et pour transformer en profondeur le système économique, on remet sur la table un sujet qui est un peu délicat, qui est que je ne sais pas transformer un système économique sans un prix. Je ne sais pas faire ça. Et personne ne sait faire ça. Toutes les personnes qui vont vous dire qu'on sait faire ça sans un signal prix construit et durable dans le temps, moi je veux des exemples. Bon. Je vais revenir vers vous, Michel Joria, mais évidemment, je me tourne vers Daniel Guiraud. Vous venez d'entendre ce que dit le patron de l'ADEME. C'est pas rien. En gros, il dit, bon, on va pas y arriver. Hein. Il n'a pas dit ça. Merci. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu comme ça. Merci. Il a raison de dire ce qu'il a dit. Alors, attendez, non, regardez, vous allez parler dans le micro. Non, allez-y, vous allez voir. Il a raison de c'est magique. dire ce qu'il a dit. Ça est vrai. Ce qu'il a dit, le patron de l'ADEME, c'est que si on ne franchit pas un palier, un véritable saut qualitatif dans le changement de notre mode de vie, dans les contraintes qu'il va falloir s'imposer, on n'y arrivera pas. Il n'y a pas de résultat sans effort, spécialement en matière d'environnement. Et je pense effectivement, comme ça a été dit par le papa du Scott et par vous-même et par le patron de l'ADEME, Papa Scott, on va l'appeler comme ça maintenant, c'est très bien. C'est joli. Il y a une vraie bataille de l'opinion. Il y a des éléments qui devraient nous faire pencher vers un véritable pessimisme. Et d'autres, à l'inverse, qui nous incitent à l'optimisme. Qu'est-ce qui nous fait pencher vers le pessimisme? Quand on regarde froidement les trajectoires, celle notamment de la COP21. COP21 fixé un objectif qui a été fixé en décembre 2015 à Paris, de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport au début de l'ère pré-industrielle, et même une recommandation encore plus ambitieuse à 1,5 degré. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire qui est plutôt vers les 3 degrés que vers le 1,5 degré ou les 2 degrés. Donc on peut se dire, à ce compte-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Si la banquise fond, si les ours blancs y meurent, il y a le risque de l'aquabonisme. Aquabonisme, c'est une chanson, je crois que c'est Gainsbourg. À quoi bon Oui, c'est Jane Birkin qui chantait ça, mais c'est une chanson de Serge Gainsbourg. Peut-être écrit. Voilà, donc le risque il est là. Le pessimisme,
Parlez bien dans le micro. Le pessimisme, il y a beaucoup d'éléments qui inclinent au pessimisme. Et puis en même temps, il y a des éléments qui font penser que c'est possible et qu'on peut y arriver. Je pense que c'est question de l'opinion, d'évolution de l'état d'opinion. Moi, je suis maire depuis fort longtemps, 20 ans pratiquement, et j'ai bien vu dans toute une série de domaines l'évolution dans les esprits sur la question environnementale. Elle est très forte, très très forte. Chez les parents d'élèves, par exemple, au début de mon premier mandat, dans les réunions sur la restauration scolaire, il n'était jamais question de bio. C'est une question qui n'était pas abordée. Jamais. Maintenant, on ne parle plus que de ça. Je n'avais jamais entendu parler de la qualité de l'air à l'intérieur des établissements qui accueillent des élèves ou accueillent petite enfance à les crèches, par exemple. Aujourd'hui, c'est un sujet qui vient systématiquement sur le tapis dans les réunions, on demande de mesurer, etc. Voilà, donc il y a une conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et celles et ceux qui ont pris le parti de ne pas s'en moquer, c'est-à-dire de ne pas considérer que l'horizon est borné à leur existence, et celle de leurs enfants, et peut-être de leurs petits-enfants, et puis au-delà, c'est des étrangers, on ne les connaît pas. Celles et ceux qui n'ont pas ce raisonnement-là sont disponibles pour avancer. Alors après, il y aura des contraintes, elles seront très fortes. Je prends un exemple, à la métropole, on instaure la zone faible émission, qui est une contrainte pour l'automobiliste, qui a un véhicule ancien, polluant, il faudra qu'il change, ou il sera verbalisé systématiquement. J'ai fait des réunions publiques, notamment dans ma ville, au Lila, avec quelques personnes qui sont vent debout contre la mesure, mais ils sont très minoritaires. Ils sont très minoritaires. Si demain je fais un référendum dans la ville des Lilas sur pour ou contre les zones faibles d'émission et les restrictions de circulation, pour moi, il n'y a aucun doute qu'il y a 85-90% qui va voter oui, il faut faire la zone faible d'émission. Voilà. Donc je crois qu'il ne faut pas se laisser impressionner par tout ce qui va en sens inverse. D'abord, il n'y a plus de controverses scientifiques qui tiennent la route. Il n'y a plus aucun... Il n'y a plus que Donald Trump, quoi, qui... oui. Le problème, c'est qu'il est un peu président des États-Unis, mais enfin bon... Actuellement, en matière de climato-scepticisme, on n'a pas l'équivalent d'un Allègre sur l'amiante à une certaine époque. Et les quelques-uns qui continuent à défendre contre vents et marées des théories climato-sceptiques sont quasi marginalisés. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plus de sujet. Les Chinois, on a fait une réunion avec des Chinois il y a quelques années dans le cadre du C40, les grandes métropoles mondiales. J'étais frappé par le degré de conscience des Chinois par rapport à ce problème. Moi, je m'attendais à avoir des gens en face qui disaient bon, il faut qu'on fasse notre développement industriel. Donc vous avez pollué dans le temps, on va faire pareil. Non. Il ne parle que d'environnement en Chine. On parlait d'Internet, des internautes. Je crois que les Chinois, il y avait un sous-sujet dans le sujet chez les Chinois, c'était les réseaux sociaux. Il y a une trouille bleue là de la communication entre les gens. Donc voilà, les Chinois qui sont quand même un nombre assez conséquent sur la planète, prennent conscience de l'ampleur du problème et affirment vouloir s'y attaquer. Alors, Daniel Guiraud, on est moins nombreux que les Chinois autour de cette table, cependant tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Donc je vous pique la parole, parce que je voudrais quand même demander à Anna Crétis ce qu'elle pense. Daniel Guiraud nous dit il ne faut pas être aquaboniste, donc il ne faut pas être résigné. Aujourd'hui, vous n'êtes pas résigné, cet objectif, il est atteignable ? Moi, j'ai le plaisir d'être là parce que c'est un public un peu différent de celui que j'essaie de côtoyer et j'essaie de convaincre. Je suis entre les... Parlez bien dans le micro, là. Voilà. Je suis entre les jeunes que je côtoie dans mes cours et j'essaie de leur faire comprendre que c'est eux les moteurs. Donc, quand je m'adresse à mes étudiants, bien sûr, je leur dis c'est possible et c'est vous qui devez changer... ces fameuses habitudes, parce qu'on sait très bien qu'avec l'âge, c'est un peu plus compliqué de changer. Et comme vous l'avez dit, effectivement, ça part des jeunes, ça part des bio, ça part du recyclage, ça part de l'attention à la consommation d'énergie, mais pas seulement. Sauf que après, et pourtant j'ai des jeunes en face de moi qui sont engagés, qui choisissent des formations où on enseigne l'économie de l'environnement, de l'énergie, de la transition énergétique, les problèmes climatiques. Et après, je descends dans les concrets, je leur demande, vous savez combien coûte un kilowattheure d'électricité? En général, il y a un blanc.
Est-ce que vous savez, vous, là, dans le public, oui, combien non, coûte je un- voudrais pas faire les professeurs, Non. donc je ne vous pose pas la question, mais chacun d'entre vous sera Je libre. pense que votre voisin de gauche, Non. Nicolas Machot, lui, Non. lui, il doit savoir. Voilà, là, un Et il public peut même vous informé. avoir des prix, peut-être, si vous voulez. Est-ce que vous savez justement combien émet la France? Est-ce que vous savez quel est l'objectif en termes d'émissions de CO2? Donc, il commence à transpirer. Bon, après, on a une année devant nous, on leur apprend à faire ces exercices. Et c'est là que je vois une partie de la transition. Donc effectivement, des jeunes qui prennent conscience de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible. Et comme nous sommes économistes, on essaye justement de les former en disant quels sont les instruments de la transition écologique. Il y en a plusieurs. On en parlait tout à l'heure et on l'a esquivé parce que c'est un sujet polémique. Il y a taxer, donner un prix aux émissions. Alors c'est une mesure qui est très impopulaire. On va pas continuer sur ça. Ah oui, vous avez remarqué aussi. Ouais, j'essaye. Moi, je suis italienne, donc je fais semblant de ne pas être là. Bon, ouais. Mais, on a eu une affaire là, ces derniers oui, mois. les frontières ouais. sont difficiles. Mais ce n'est pas impossible de contrer l'effet régressif de la taxation. Et c'est là où je viens donc à la spécificité aussi de l'Assemblée et du public qu'on a aujourd'hui. Il y a un relais entre les grandes politiques qui sont là pour nous dire oui, cet objectif, on va l'atteindre et on ne dira jamais le contraire. On est passé du facteur 4 à la réduction, voilà, fois 8. Il faut garder cette tension sur le futur et en même temps, il faut décider, comme le disait M. Escovitz, aujourd'hui. Donc, il faut être courageux. J'ai été surprise agréablement de voir l'enthousiasme à la fois du SCOT, à la fois du plan climat-énergie territorial, à la fois de la maire qui nous a accueillis en disant nous ici on s'engage. Eh bien, je pense que l'engagement c'est aussi l'acceptation des politiques, la construction de politiques de soutien. Parce que tous les programmes que vous avez mentionnés, tous les objectifs doivent être financés par quelque chose. Donc les sacrifices sont dans le comportement, mais aussi dans la finance, dans l'investissement, dans les longs termes. Et donc c'est là que je pense un rôle fondamental va être joué par les niveaux territoriaux, l'accompagnement territorial. Et moi j'aime beaucoup le terme que vous proposez de cohésion. C'était quelque chose de très à la mode quand on a pensé l'Europe. Pendant un moment, on a oublié qu'est-ce que ça voulait dire une cohésion, et maintenant, elle ressurgit cette cohésion parce qu'elle doit retrouver tout son sens dans la transition. C'est une cohésion géographique, c'est une cohésion sociale, et c'est une cohésion économique. Et sur ça, en fait, il faut trouver des leviers concrets. On en a dans la loi. C'est difficile d'avoir un consensus. Donc la petite loi énergie, on l'appelle petite pour se dire bon, on va y arriver. Voilà, c'est petit, donc pourquoi pas. Mais ça fait moins mal, exactement. Mais je ne pense pas. Dans la réalité, ça va commencer à taper. Mais c'est quelque chose qui et je constate aussi en France sur lequel il faut garder une tension parce que parfois on se cache derrière le fait de dire on a le nucléaire, on est très bien, nous sommes décarbonés et il y a aussi une série de dogmes qu'il faut un peu challenger. Bon, on va y revenir à ces dogmes. Continuez à m'envoyer vos messages. Là, ma tablette fonctionne de manière absolument parfaite. On va évidemment revenir à ces questions. Mais d'abord, un petit mot, vous vouliez réagir, Ivan Skovic ? Oui, pour rebondir sur ce que disait Anna Créti, il y a un moment donné, il faut que la règle intervienne. Et au niveau territorial, quand on fait un SCOT, alors ça paraît pas comme ça, mais ça a force de règle. C'est-à-dire que toute règle inférieure
dans les communes qui seraient pas conformes à ce SCOT, dans les 131 communes de la métropole, ne pourrait pas être appliqué. Et là, je crois qu'on tient quelque chose, notamment en matière de transition énergétique, parce qu'on parle beaucoup des véhicules, mais il y a quelque chose qui pollue énormément, plus qu'on croit, c'est le bâti. Ah oui. Le bâti, ça pollue. Mais il y a deux secteurs, hein, on le dit de toute manière en matière de transition énergétique, c'est le bâtiment et le transport. Et puis l'agriculture, mais ça concerne moins la métropole. Et donc si on est d'accord, et c'est pour ça que ce mot de cohésion est important, parce que avoir cette cohésion autour des règles à avoir, notamment sur le bâti, est très important, parce que là, on a des conséquences financières. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il existe un certain nombre de labels, tous les labels possibles et imaginables, notamment des labels qui sont faits sous l'égide de l'ADEME, mais ils sont pas obligatoires. Et qu'est-ce qu'ils vous disent parce qu'on parle de finances, mais qu'est-ce qu'ils vous disent les promoteurs ou les aménageurs ou les architectes quand vous leur parlez de labels? Ils nous disent oui, c'est bien, mais plus on monte en général dans les labels avec des exigences hautes, plus ça coûte cher. Donc si on n'est pas obligé d'avoir un certain nombre de labels et que le petit voisin d'à côté, le petit concurrent peut avoir un label, utiliser un immeuble avec un label qui est le moins intense, le moins poussé de tous les labels, et que moi je veux un label beaucoup plus poussé, par exemple les labels avec énergie positive, BEPOS ou autres labels, et que ça me coûte plus cher, il y a un problème. Donc, ce qu'on propose pour être concret dans le cas du SCOT, on a d'ores et déjà dans les premiers projets qu'on a transmis au centre des maires, c'est d'avoir une règle qui est de dire que il faut que les PLU, les futures règles d'urbanisme local prévoient des exigences dans la construction du bâti, avec notamment des bâtiments à énergie positive et en tout cas énergie basse et basse consommation de carbone. Ça, on le prévoit. Ça veut dire que demain, Olivier de Lagarde, pour être très concret sur ce que vous avez dit, qui va financer? Eh ben, ça va être ceux qui vont construire, qui vont financer. Un peu tout le monde, puis ceux qui vont habiter, et puis la collectivité. Ça fera force de règle, ça fera plus force de discrimination entre ceux qui appliquaient des règles et qui étaient bons élèves et les autres. Bon. C'est un exemple. J'aime bien le début de ce débat parce qu'on a posé un peu le cadre, déjà les grands enjeux, avec des experts d'un côté qui nous expliquent comment ça peut être difficile, des politiques qui nous disent on a évidemment besoin de politiques d'action publique dans ce domaine, et puis aussi maintenant des données techniques. Et c'est pour ça que je me retourne vers Nicolas Machtou, qui est patron d'Enedis. Merci beaucoup d'être avec nous, parce que vous ne deviez pas être là ce soir. Je sais que vous avez tenu à assister et d'être là à cette conférence, mais je sais aussi que vous devez partir à 21h30 pétante. Donc, à 21h30 pétante, je vous chasserai parce que c'est pour la bonne cause. Je me tourne vers vous, Enedis. Tout le monde nous dit finalement l'avenir de l'énergie, compte tenu du fait que les hydrocarbures, on va plus y toucher, on va utiliser de l'électricité. Est-ce que vous, Enedis, vous allez être en mesure d'avoir des réseaux qui sont suffisants pour nous assurer l'énergie qui va nous être nécessaire, une énergie qui va être électrique? Oui, bonsoir à tous. De fait, c'est une très bonne question. Merci, je vous remercie. Il y a effectivement un phénomène global d'électrification des usages qui fait que alors les deux grands leviers, vous les avez cités, c'est beaucoup le chauffage et c'est la mobilité électrique, qui vont conduire à consommer plus d'électricité. Or, de fait, dans tous les scénarios qu'on voit à l'horizon de 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui sont réalisés, montrent qu'on a en fait une trajectoire nationale de stagnation. Alors, il y a des débats d'experts entre plus 0,3, moins 0,2, mais enfin, en gros, Parlez bien le micro, vous avez collé votre micro. Une stagnation. Voilà, là, on vous entend bien. De la consommation d'électricité à long terme, voire une légère décroissance. Et en réalité, l'explication assez simple, c'est qu'il y a énormément de progrès d'efficacité énergétique. Et l'efficacité énergétique, vous l'avez par deux moyens, c'est clair. Vous avez évidemment la norme, c'est-à-dire que votre frigo consomme moins, tout votre électroménager consomme moins. Et vous avez un autre levier qui est très important, qui s'appelle la manière de consommer les usages. Et c'est là qu'on arrive à vos histoires de données et de compteurs Linky. C'est que Enedis a développé un compteur dit communicant qui s'appelle Linky. Oui, on en a un peu parlé. On en a un petit peu parlé. C'est un petit peu. Aujourd'hui, on est à la moitié du programme d'ailleurs, en Ile-de-France et en France. On a passé les 19 millions de compteurs. Ce compteur-là va vous permettre de connaître votre consommation d'électricité,
pas tout à fait en temps réel, mais pas loin. Et aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui vous êtes relevé 2 fois par an de votre consommation d'énergie, et vous êtes tout le temps rectifié votre consommation des 6 mois. Là maintenant, on sera relevé 2 fois par jour, mais il va nous permettre, est-ce qu'il va permettre de faire des économies d'énergie, ce compteur? Il va vous permettre de connaître votre consommation d'énergie. Et une fois que vous allez connaître votre consommation d'énergie, il va y avoir 2 mouvements très importants. Le premier, c'est que si vous le souhaitez, vous pourrez transmettre avec votre accord vos données à votre fournisseur qui pourra à ce moment-là faire des offres qui vous intéressent. Donc vous pourrez payer moins. Et la seconde chose, c'est que si vous connaissez votre consommation de façon un peu régulière, vous serez en situation de faire attention et donc vous pourrez consommer moins et mieux en réalité. Et ce levier des usages est évidemment le plus important. Très bonne question, ça. Pourquoi est-ce qu'Enedis aurait intérêt à ce qu'on consomme moins d'énergie? Parce que je suis un monopole public régulé et que je ne produis pas d'énergie. Très bonne réponse. Autre très bonne question, celle-là, elle est de moi. Alors, pardon, je vais finir parce que de fait, s'il n'y a pas de problème de quantité d'énergie consommée, j'ai un problème de taille des tuyaux. Ah, voilà. C'est que de fait, le fait que parce que si on branche aujourd'hui 10 millions de voitures électriques en même temps, tous les soirs à 19h, là ça fait péter le... Exactement, c'est comme dans son appartement, quand on met tous les appareils en même temps, parfois ça peut sauter. Et ben là c'est la même situation. Bon, alors qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, on fait des projections, et alors on fait 2 choses. La première, c'est que nous on accroît la taille régulièrement et on renforce les réseaux de façon régulière en fonction de nos propres évaluations de la hausse de consommation d'électricité. Et la seconde chose, c'est qu'on demande à accompagner autant que possible toutes les collectivités locales dans par exemple leur plan de déploiement des bornes électriques pour arriver à regarder où il faut bien implanter les réseaux pour éviter des surinvestissements, de renforcement, etc. Florence Presson, je me tourne vers vous. Là, on a discuté, on a une discussion très très macro. Vous êtes adjointe au maire de Sceaux, délégué à ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, à l'échelle d'une commune? Vous pouvez agir? Oui, bien sûr. On peut agir et c'est la plupart du temps un positionnement d'une volonté politique sur le fait que si la priorité pour une ville va être, par exemple, peut-être pas d'aller chercher le développement de nouvelles énergies, mais plutôt restreindre la consommation de l'énergie, puisque voilà, en tout cas, c'est quand même plus facile d'arrêter de consommer autant. Une solution, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, il y a les bâtiments publics, il y a tous les immeubles collectifs, le vertical. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place. Ce qu'on peut constater, et on est concerné sur la ville de Sceaux, c'est qu'on a un quartier pavillonnaire important. Et là, aujourd'hui, il y a peu ou pas de solutions. On part souvent du principe, ils sont propriétaires, ils ont l'argent de rénover et on n'a pas besoin de s'en occuper. Bon, je grossis un peu le trait, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, on est mobilisé et on a fait un forum de la rénovation énergétique avec nos villes voisines, Sceaux, Bourg-la-Reine, Antony, pour justement mettre le doigt sur ce sujet-là. Se dire qu'aujourd'hui... grâce à une démarche qui est portée par la métropole avec cette notion de fédération des agences locales de l'énergie et du climat, on se doit d'être en mesure d'apporter un minimum de services sur l'information de ma consommation, des gestes que j'ai à faire, du potentiel de travaux que j'aurai à faire pour pouvoir réduire ma facture. Et je parle de facture. D'accord, j'ai pas parlé de gaz à effet de serre, de machin, etc. Bien évidemment, c'est le cas, mais c'est la facture. Aujourd'hui, quand on parle d'une rénovation énergétique, j'ai effectivement un investissement à faire. Et là, il faut voir comment on peut accompagner l'ensemble des familles. Mais surtout, j'ai une chute du prix de ma facture chaque mois. Donc, on a transition énergétique et puis gain de pouvoir d'achat. C'est pas mal dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est évidemment motivant, quoi. On l'imagine. Encore plus motivant. Et c'est vrai qu'on se mobilise très souvent sur la réglementation, sur la création, sur la construction, mais je pense qu'on oublie quand même beaucoup cette partie rénovation. Et c'est peut-être une priorité que le maire peut se donner et puisse effectivement développer le plus possible. Yves Riskovitch. Non, alors on l'oublie, on peut avoir tendance à l'oublier, mais la métropole finance au titre du Fonds d'investissement métropolitain
plusieurs dizaines de millions d'euros de rénovation de bâtis thermiques avec des notes qui sont données par l'ADEME. Donc c'est quelque chose qui est très important, vous avez raison, et cette histoire du bâti, elle est très importante. On la néglige, mais une anecdote, Olivier de Lagarde. La métropole a un siège qui est un bâtiment qui a été livré il y a 2-3 ans. Et quand vous prenez l'escalier de ce siège, qui est un bâtiment moderne, nouveau, voilà, vous vous rendez compte que vous avez par les beaux jours, une chaleur, mais chaleur digne des pays les plus chauds. Et vous dites, mais comment ça se fait qu'un bâtiment aussi moderne n'est pas adapté à ce qu'on appelle les Parce qu'ils pensaient que vous alliez prendre l'ascenseur, en fait. Bioclimatiques qui sont les impératifs d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'il faut produire de la clim, il faut produire, et on a des bâtiments qui, alors qu'ils sont à peine livrés, ont déjà 10 ou 15 ans de retard avec les standards qui devraient être ceux d'aujourd'hui, en permettant de moins polluer. Et pourquoi je dis ça? Parce que il faut pas non plus, et moi je le dis souvent, quand on le dit, et tout à l'heure Dan Guiron en a parlé sur la ZFE, on a l'impression que parfois l'écologie, la façon dont on va faire attention à notre transition énergétique, et on va préparer la métropole de zéro carbone, bas carbone, neutre en carbone en tout cas, va être un retour en arrière. Moi je néglige, je nie, je refuse cette idée-là. On peut aller vers l'avant. Et je donne un exemple, on a en ce moment un certain nombre de jurys de concours dans le cadre d'un concours Inventons la métropole, et ben on met en valeur ce type de projets, et notamment j'ai vu des projets extraordinaires. Il y a des projets qui permettent d'avoir des projets de climatisation sur des grands ensembles avec l'eau de la Seine, donc avec un impact carbone qui est tout à fait raisonnable, je parle sous votre contrôle, sous le contrôle des experts, et qui en même temps permet de faire fonctionner l'écosystème, c'est-à-dire que c'est une prestation qu'on fournit avec un prestataire économique, etc. Donc il y a un flux économique, on n'est pas dans quelque chose qui coûte de l'argent à l'État, il y a un investissement de départ, une infrastructure. C'est un exemple pour vous dire que la métropole bas carbone, c'est pas non plus la métropole qui va revenir en arrière. C'est vraiment la métropole de 2050 à tous les sens du terme. Alors ça, on va y revenir. Michel Joria, c'est quoi les leviers sur lesquels on peut agir aujourd'hui très concrètement? Moi, je parlais parce que voilà, ce que un journaliste naïf comme moi entend, transport, le bâtiment, qu'est-ce qu'on fait? Les trois choses, enfin les trois gros secteurs d'activité à attaquer quand on est dans une métropole, enfin notamment dans une métropole de cette taille-là, c'est bon, ça a été dit par Ivan Escovitch, la question du bâtiment. Donc tout ce qu'on peut faire pour aller au-delà de la réglementation, parce qu'effectivement il y a une réglementation thermique qui évolue tous les 7 à 8 ans, grosso modo. Là on est sur la réglementation thermique 2012, on est en train de préparer la réglementation environnementale qui devrait rentrer en vigueur au 1er janvier 2021. On va un petit peu déraper, mais grosso modo c'est ce qu'il faut retenir. Et de ces réglementations permettent de faire des sauts de performance d'année en année, en fait, enfin de réglementation en réglementation, pour avoir des bâtiments neufs qui consomment moins et qui de plus en plus vont vers la neutralité carbone, puisque aujourd'hui on sait concevoir des bâtiments dits avec des labels E+, C-, donc où on intègre des matériaux dits biosourcés, donc qui sont issus de l'agriculture, donc du champ, etc., du bois, tout ça, qui ont capté du carbone et qui permettent d'avoir des bâtiments qui tendent vers la neutralité carbone. Donc ça, on a des démonstrateurs en Ile-de-France, on sait le faire, et ça serait effectivement très intéressant qu'un document comme le SCOT dise, effectivement, moi sur mon territoire, ce que je veux, c'est que tous les bâtiments neufs, respectent ce label E+, C- dans un premier temps, ensuite la réglementation environnementale. C'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on met en place une réglementation environnementale, nos évaluations montrent qu'il faut entre 6 et 7 ans pour que l'ensemble du corps professionnel s'empare de la réglementation et soit capable effectivement de construire l'ensemble des bâtiments respectant cette réglementation. Oui, c'est pas tout de faire une norme, quoi. Il faut qu'ensuite... Parce que dans toutes ces affaires, c'est qu'il y a une affaire d'inertie. Donc ça, c'est une première inertie sur le secteur du bâtiment. Deuxième secteur, les transports. Donc là, pour vous donner un exemple toujours d'inertie, ça c'est aussi un point qui est extrêmement important, il faut 12 ans pour renouveler 50% d'un parc de véhicules et 22 ans pour renouveler l'intégralité d'un parc de véhicules. Okay. Donc si on dit par exemple, moi je veux qu'en 2020, tel type de véhicule ne soit plus utilisable, 12 ans pour renouveler 50%, 22 ans pour renouveler l'intégralité du parc. Donc là, toute l'idée, et c'est là où c'est intéressant, c'est de mettre en place des systèmes type de ZFE, qui sont des systèmes qui ont tendance à envoyer un signal, une incitation, une information, en disant, voilà, à tel horizon, tel type de véhicule ne va plus pouvoir circuler dans telle zone, et je vous donne de la visibilité sur 10 ans.
Ok, donc je suis la puissance publique et je vous dis, sur 10 ans, progressivement, tel type de véhicule va devoir sortir du parc. Et on envoie une information au consommateur, à l'acheteur, à l'investisseur, qui peut être un artisan, etc., et qui va petit à petit investir dans autre chose. Et par rapport à ce point de cohésion qui est extrêmement important, ce qui est important, c'est que dans ces moments-là, il faut identifier quelles sont les personnes qui sont les plus vulnérables à ça. Parce que on va mettre en place des primes, l'État, les collectivités vont mettre en place des primes, par exemple, pour acheter des véhicules moins émetteurs, pour les artisans, etc. Mais il y a toujours un reste à charge. C'est-à-dire qu'il va rester en fonction de votre revenu, en fonction du véhicule que vous achetez, il va vous rester 2, 3, 4 000 euros. Pour certaines personnes, c'est finançable sans difficulté. Pour d'autres personnes, c'est un vrai problème. Et il faut absolument, pour que la transition se fasse en maintenant une cohésion sociale, il faut absolument traiter en priorité cette question du reste à charge, que l'on soit sur la rénovation du bâtiment ou que l'on soit sur les questions de mobilité. Et ça, c'est extrêmement important. Que ce soit en faisant appel à de la microfinance, que ce soit en faisant appel à du tiers financement sur le bâtiment, etc. Et c'est là où toute l'ingénierie financière doit être mobilisée pour garantir cette cohésion sur la transition. Dernier secteur d'activité qui est extrêmement important, c'est la question de l'alimentation, l'agriculture et l'alimentation. L'agriculture et l'alimentation, c'est 1/3 de nos émissions de gaz à effet de serre. On est moins concerné dans la métropole. Oui, sauf que on mange. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Et on transporte en plus ce qu'on mange. Et là, il faut rentrer sur des sujets qui sont probablement les plus délicats, qui sont les sujets du régime alimentaire et comment j'équilibre mon régime alimentaire en consommant. Toucher à la bagnole des Français, c'est pas facile, mais toucher à la bouffe. Toucher à la consommation de viande des Français, ça va être un sujet de fond. Et aussi travailler sur les circuits courts, c'est-à-dire avoir des aliments qui viennent. Bon. Et là, on ouvre une troisième piste de travail sur la question de la neutralité carbone. C'est une partie des réductions d'émissions de la métropole pour atteindre la neutralité carbone, ne seront pas faites sur les territoires de la métropole. Parce que on va assez vite se rendre compte que la nature du territoire fait que ça va être trop difficile. Donc typiquement, pour vous donner un exemple, aujourd'hui dans le plan climat de la ville de Paris dit grosso modo, allez, entre 20 et 30% des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre mon propre objectif de neutralité carbone, je pourrais pas les faire chez moi. Et si on prolonge un peu la situation au niveau de la métropole, ça va être à peu près pareil. Et donc là, il y a tout un projet à construire de coopération avec les territoires extra-métropolitains pour dire, effectivement, j'ai une partie du gaz que je vais utiliser qui doit être du gaz renouvelable que je vais produire à travers des méthaniseurs qui seront en grande couronne d'Île-de-France ou en région Centre-Val de Loire, etc. Et que, par exemple, avec un système de financement, la métropole pourrait financer et achèterait comme ça un bout de sa neutralité carbone en recréant du lien et de la cohésion territoriale, autre exemple de cohésion, à travers cette question de transition énergétique. Alors, ça commence à s'agiter sur le compte Twitter du Scott MGP, et comme on est là pour répondre à vos questions, on va y répondre. Si vous avez des questions dans la salle, vous levez la main, on vous donnera un micro. Monsieur, vous allez avoir la parole dans quelques instants. Quelques questions comme ça qui arrivent à brûle-pourpoint. Une peut-être pour vous, Daniel Guiraud, qui me paraît une bonne question. Pourquoi la métropole serait-elle la bonne échelle pour mener la transition énergétique? Est-ce que c'est pas le rôle de l'État, voire de l'Europe, voire du monde et de sa proche banlieue? C'est l'affaire de tous. La pollution ne connaît pas de frontières, c'est évident. Mais pourquoi la métropole est une bonne échelle pour intervenir? C'est parce qu'elle correspond à la zone dense, le bâti continu, la grande ville. Et que les problématiques de la grande ville ne sont pas celles de la campagne. Moi, je suis issu de la France rurale. Dans mon village, le problème numéro 1 en termes de pollution, c'est pas les voitures. Même si tout le monde a une voiture, parce que c'est dilué, et puis il y a beaucoup de puits carbone. Le problème, c'est les feux de bois. Le chauffage, avec les poêles à bois, les vieux inserts. Maintenant, ils nous empêchent de faire de brûler les feuilles. Les feux de taillis, bien sûr, parce que on peut mesurer ça scientifiquement, et c'est un vrai problème. Alors, la question d'échelle, c'est l'affaire de tous. Je crois qu'il faut travailler en partenariat, État, collectivités, établissements publics, c'est clair. Il y a une question qui est centrale, qui a été évoquée par Michel Juréa, c'est celle de l'acceptabilité des mesures. Et là, on est vraiment dans le cœur du sujet.
Notre problème n'est pas de définir des objectifs. On les connaît, les objectifs. Ils ont été définis par la loi transition énergétique et croissance verte en 2015, par le schéma régional énergie-climat. Tout ça, on sait. C'est de les faire accepter. On sait ce qu'il faut faire. La question, c'est quel est le chemin pour aller vers le résultat. Et il y a deux manières de faire. Il y a la coercition ou emporter l'adhésion. Je pense qu'il faut, à certains moments, un peu de coercition. Je prends un exemple, la question du tabac, la lutte contre le tabagisme. S'il n'y avait pas eu de la coercition en interdisant ipso facto consommer dans les établissements publics, les restaurants, etc., je pense qu'on continuerait à voir des gens fumer à votre voisin de table au restaurant. Cette mesure qui a été drastique a éradiqué le tabac dans les lieux publics. Ça ne veut pas dire que ça supprime le tabac, mais en tout cas, ça l'a quand même bien... Et le plus étonnant, c'est que ça s'est fait assez naturellement, donc, en plus. Il faut des mesures. La ZFE est une restriction de circulation. C'est une mesure qui est édictée, qui a un caractère contraignant. Après, pour que ça fonctionne, je pense qu'on ne peut pas se contenter uniquement de la coercition. Il faut l'accompagnement et notamment la question sociale est absolument centrale. Alors, sur la question des restes à charge, qu'il s'agisse, on parle des ALEC tout à l'heure, les agences locales, énergie-climat, qui sont le sel de la terre. Ces petites agences sur le terrain permettent aux gens de comprendre ce qu'il faut faire. Parce que nous, on parle ici un peu entre gens qui s'intéressent au sujet, mais rien que les sigles, qu'est-ce que c'est qu'un SCOT, un PADD, un DO, etc., un PCAEM, etc., personne connaît. Et donc, il faut expliquer ce que sont les dispositifs aux personnes. Et les ALEC, c'est le guichet de proximité. Ceci étant dit, la meilleure ALEC du monde, si la personne n'a pas les moyens de pouvoir procéder à la rénovation thermique de son logement ou bien de changer une vieille bagnole pourrie, la meilleure ALEC du monde ne pourra rien faire. La question du reste à charge est fondamentale. Alors avec Patrick Houllier, pendant la métropole, on a rencontré Hulot à l'époque où il était ministre, très très ouvert sur la question. On a rencontré François de Rugy, qui est également très ouvert, mais il était accompagné par des gens de Bercy dans la délégation, lesquels ont une appréhension du sujet qui est un peu différente de celle du ministre. On n'a pas réussi jusqu'à présent à aller jusqu'au bout de ce qu'il faut faire sur le reste à charge. Moi, j'ai un ami qui est un banquier important et je lui ai posé la question, je lui ai dit voilà, vous avez l'habitude de contourner le dispositif, comment il faut faire pour pas qu'une banque contourne le dispositif? Il se trouve que le cœur de cible des gens auxquels on s'adresse, c'est précisément ceux qui n'ont pas accès au crédit. C'est-à-dire que s'il y a des aides et qu'il y a un reste à charge, si on veut faire un prêt à taux zéro, comment on fait pour que la banque l'octroie à un public qui est précisément le public qui n'a jamais accès au crédit? La seule, alors mon ami, je ne dirai pas le nom de la banque, mais m'a dit il n'y a qu'une seule solution. Il faut qu'il y ait la garantie d'État. S'il y a la garantie d'État, nous on s'en fout, on ne contournera pas, puisque de toute manière, s'il y a un défaut de paiement, on sera compensé. Mais si c'est pas ça, on va trouver les voies et les moyens pour pas le faire. Donc voilà, il faut une garantie d'État, une garantie bancaire pour les emprunts, c'est-à-dire obliger les banques à consentir l'emprunt à la personne qui n'a pas les moyens de sortir les 2000 balles qui manquent pour changer un vieux diesel polluant avec un véhicule propre ou plus propre en tout cas. Voilà. Donc je crois que là on est au cœur du sujet et que le propos de Michel Joras était vraiment quelque chose de très très important. Et c'est pour ça qu'on l'a invité, si vous voulez. Monsieur, vous avez une question? Eh bien écoutez, regardez, le micro arrive. Parlez sans haine et sans crainte, nous vous écoutons. Merci. Donc, j'ai oublié votre nom, monsieur de l'ADEME. Vous êtes monsieur Joria. Joria. D'accord. Vous disiez que pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone, il fallait diviser par 8 à peu près notre consommation d'énergie, quel que soit grosso modo le secteur dans lequel on la consomme. Et concernant le logement, diviser par 8 la consommation d'énergie, c'est passer par exemple d'un logement de catégorie E à un logement de catégorie A. Les rénovations actuellement n'atteignent pas ces objectifs. Elles passent d'une catégorie E à une catégorie C ou même D. Or, dans le bâtiment, un cycle d'investissement, c'est pas tous les 3 ans, tous les 5 ans, c'est grosso modo tous les 30 ans. C'est-à-dire une famille achète un logement, le rénove, vit dedans jusqu'au moment où elle le quittera et elle le transmettra à une autre famille. Et cette échelle de temps, qui est l'échelle des 30 ans, c'est celle qui nous mène à 2050. Ce qui veut dire qu'il faudrait, pour que la totalité des logements répondent aux objectifs qui sont nôtres en 2050, se mettre d'emblée
dans des conditions qui les rendent conformes aux performances énergétiques qu'on attend en 2050. Or, actuellement, on n'y est absolument pas. Et donc la politique des petits pas en la matière, c'est une politique qui, de manière tout à fait certaine, échouera à l'horizon 2050, puisque d'ores et déjà, on est en train de rénover des bâtiments qui consommeront de l'énergie en 2050. Donc ça, c'était la première chose que je voulais... Bon, ça, vous êtes d'accord, Michel Luria? Le premier problème... Attendez, parce que oui. ici, il y a plusieurs choses, on peut vous faire... Alors, pas tout à fait. Ah, pas tout à fait. Alors, c'est bien, parce que vous voyez... Plusieurs points. Division des émissions de gaz à effet de serre par un facteur 8, ça ne veut pas dire division des consommations d'énergie par un facteur 8. C'est pas la même chose. On peut diviser les émissions de gaz à effet de serre, mais on peut changer de vecteur énergétique, c'est-à-dire on peut utiliser une autre énergie quand on passe... C'est ce à quoi je voulais venir. Voilà. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Deuxième point qui est important, vous avez en fait, aujourd'hui, ce que vous décrivez, c'est un petit peu les deux écoles qui s'opposent, grosso modo. Est-ce qu'il faut tout rénover d'un seul coup et tout de suite aller sur du facteur, je ne sais pas combien, dans le bâtiment pour réduire fortement pour chaque rénovation, ou est-ce qu'on peut faire, première école, deuxième école, on fait des travaux au gré du logement et puis au gré de la vie du logement et puis du parcours de vie des personnes. J'achète, j'ai des enfants, je me sépare, je sais pas quoi, enfin bref. Et donc c'est à ces moments de vie en fait que souvent ce parcours, ces différents travaux se font. Aujourd'hui, il y a ces deux écoles-là qui qui s'opposent sur le sujet du bâtiment, en disant est-ce qu'il faut tout rénover tout de suite ou est-ce qu'il faut Moi, je suis plutôt sur une position qui est, ce qui est important, et c'est qu'assez rapidement, on ait un volume suffisant de chantiers qui permettent d'avoir un corps professionnel qui sait faire ça de manière industrielle au cours des 4-5 prochaines années. Pour moi, le principal objectif aujourd'hui, c'est pas tant je veux absolument atteindre un objectif tout de suite très performant, c'est je veux qu'il y ait un volume de travaux qui croît significativement pour qu'on fasse qu'il y ait un marché qui se crée et qu'on ait significativement des professionnels. Alors, je vais vous redonner la parole, mais un instant, je voudrais qu'on... Rebondir une seconde. Mais oui, et puis ensuite vous devez y aller, hein, Nicolas Macheteau. Je viens de dire Michel, et c'est là qu'on retombe sur l'histoire des labels, parce qu'on a un sujet CAPEB, et un sujet de formation, et un sujet de labellisation des travaux pour avoir confiance. Parce que de fait, quand vous mettez 10, 20 ou 30 000 euros dans votre logement pour le rénover, et que vous faites appel à des artisans, vous avez besoin d'être absolument certain des travaux qui y sont faits et des gains d'efficacité énergétique que vous pouvez attendre. Et c'est là que les labels, même pas obligatoires, en fait, sont extrêmement utiles pour donner de la confiance dans ces travaux. Voilà. Bien, merci. Et applaudissements pour Nicolas Macheteau, qui tenait à être là ce soir, qui s'en va donc sous vos applaudissements. Fin des applaudissements. Deuxième question de ce monsieur au troisième rang. C'était effectivement la deuxième partie de la question, puisque il semble, sauf à être extrêmement performant immédiatement, ce qu'on ne sait pas être, que l'autre réponse à la question réside dans l'énergie et la nature de l'énergie qu'on consomme. Et là, vous disiez que le signal prix était un facteur indispensable pour important. Oui, enfin c'est ce qu'il vient de dire là. Vous l'avez pas entendu, je répète. Voilà. Important et nécessaire. Sauf que la crise qu'on a connue montre que le signal prix est en fait inefficace, puisqu'il est souvent insuffisant en direction des gens qui ont le choix. Actuellement, en termes de chauffage, par exemple, de bâtiments, le signal prix, le prix du gaz, est encore insuffisant puisqu'il est bas, pour obliger. Parce que le problème du signal prix, c'est qu'il oblige. C'est pas qu'il fasse signal comme ça sans induire un changement de comportement. C'est qu'il oblige. Et donc, en matière de logement, en fait, il y a des situations, comme en matière de transport, il y a des situations où on a le choix et des situations où on n'a pas le choix. Et je me posais la question de savoir si, par exemple, imaginons
qu'on mette en place un réseau de géothermie localement. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les taxes carbone locales s'élèvent suffisamment pour que le signal prix, qui est en fait devienne une sorte d'obligation de changer de source d'énergie, parce que la source d'énergie alternative, non consommatrice, non productrice de gaz à effet de serre sera là, et que le signal prix deviendra un signal prix impératif, du coup. Mais que dans les situations où on n'a pas le choix, et où, par exemple, la géothermie n'est pas disponible, ou, je ne sais pas pour une quelconque raison, disons, l'alternative n'existe pas, on n'applique pas le signal prix, parce que de toute façon, on aurait beau l'appliquer, ça n'aurait pas de résultat, puisqu'il n'y a pas d'alternative. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Évidemment, le prix, c'est une donnée évidemment fondamentale. Il y a des questions d'ailleurs qui arrivent sur Twitter sur ce thème. La transition énergétique ne va-t-elle pas faire grimper le prix de l'énergie alors que certains n'arrivent déjà pas à régler leurs factures? Anna Créti, vous voulez répondre? Parce que là, c'est Michel Joriac qui a vraiment là renvoyé le ballon. Oui, c'est mon ça, c'est votre truc, ça c'est votre dada. Alors, il y a deux questions en fait. Est-ce que la transition énergétique va faire augmenter le prix de l'énergie? Est-ce que ceci est acceptable? On revient à ces problèmes de redistribution. Les scénarios que vous avez décrits est complexe. Donc, c'est-à-dire, il y a des technologies qui existent. En gros, comment on se tourne vers une technologie qui est moins émettrice vers une autre? Est-ce qu'on utilise des prix? Est-ce qu'on utilise des taxes? Est-ce qu'on utilise des subventions? Alors déjà, la transition énergétique ne se fait pas qu'avec une seule énergie, donc il faut considérer tout. Il faut considérer un portefeuille. S'il n'y a pas la géothermie, on va essayer de mettre les panneaux solaires. Je prends cet exemple pour faire la transition sur les prix. Alors, le 1er juin, on nous a annoncé la hausse du prix de l'électricité. Catastrophe. 6%. Voilà, 5,6%. Et les jours après, ou même avant que cette hausse se réalise, on dit non, on va changer la méthode de calcul des prix parce que cette hausse elle n'est pas compatible avec les objectifs de la transition énergétique parce qu'elle est calculée sur les prix, sur les conditions de coût d'EDF. Mais indépendamment de ça, la question c'est est-ce que effectivement nous sommes prêts à payer une énergie plus verte et plus chère? Je ne sais pas si je dois, si c'est un mythe, une réalité. Hélas, oui. L'énergie de demain, elle est plus verte et plus chère. Alors, comment après on peut compenser? Il y a l'efficacité énergétique, il y a les moyens qui doivent être amplifiés de pallier aux situations de pauvreté énergétique, de vulnérabilité énergétique. Ce qu'on paye avec les taxes peut aller compenser en partie ces déséquilibres et peut aussi résoudre des problèmes plus fondamentaux qui sont des problèmes de allocation dans les budgets très complexes de messieurs de Bercy qui tempèrent l'enthousiasme de messieurs de Rougy en disant il y a dans l'économie d'autres leviers qui vont en fait compenser, et bon ça c'est encore une fois la magie de la théorie économique et ses difficultés en pratique, les coûts du travail. Donc c'est les leviers fondamentaux de dire on a une taxe qui est une taxe verte, mais dans l'équilibre du budget de l'État, cette taxe verte, elle va en partie financer la transition énergétique, mais elle touche en fait la construction même du revenu dans l'économie, donc le travail. Le fait de baisser, mais c'est un peu complexe à comprendre, mais baisser tous les poids fiscaux sur le travail, donc baisser les coûts du travail, augmenter le pouvoir d'achat. C'est de l'ingénierie financière à haut niveau, mais il y a des pays qui nous montrent que c'est possible. La Suède, la Norvège, avec une taxe carbone à 160 € la tonne de CO2. Et c'est quand même des pays où les structures, aussi les hôpitaux, toutes les structures publiques, les routes, les voitures électriques ont
ont fait leur apparition dans l'économie il y a 20 ans. Bien. Merci pour cette réponse, Anna Créti. Alors, autre question, là, c'est des questions Twitter. 2 questions qui vont dans le même sens. Est-il possible de créer de l'énergie propre dans le Grand Paris? Ça, évidemment, fait écho à la question de ce monsieur sur la géothermie. Si oui, comment? Est-ce vraiment compétitif par rapport au nucléaire? Et puis, une autre question. Aujourd'hui, la métropole est dépendante de ses territoires voisins pour son ravitaillement en énergie, en produits alimentaires. Quelles sont les démarches entreprises par le SCOT pour rendre la métropole productive? Qui est-ce qui répond? Vous battez pas, surtout, hein? Elles sont un peu liées. Alors, je vais répondre à la deuxième pour permettre en fait, voilà, je vais vous dire de réfléchir à la première. Je viens de faire un truc qu'on ne fait jamais normalement. C'est-à-dire qu'il faut jamais poser 2 questions à la fois, parce qu'en fait, le politique qui va répondre répond à la question qu'il veut, ou d'ailleurs une autre question. Mais allez-y. Je laisse la question. Voilà, c'est ça. Je laisse la question technique aux techniciens et aux spécialistes, et la question politique. J'y réponds. Le SCOT en lui-même, on l'a dit, c'est une adaptation d'une règle. La question c'était, est-ce qu'on peut limiter la dépendance par rapport aux autres territoires? C'est simple, c'est que par est-ce qu'on peut des produire, choses compliquées, mais quand on élabore un schéma de cohérence territoriale, on est, on va le dire en langage vulgaire, une personne publique associée à ce que font les autres territoires. C'est un peu comme ça, PPA, personne publique associée. C'est un langage vulgaire pour vous, ça? C'est un langage un peu vulgaire. Et donc, j'ai des drôles d'insultes, à Rony-sous-Bois. Et donc, les autres territoires autour de la métropole, quand ils vont élaborer leur SCOT, leur PCAEM, leur PCAET, puisque leur plan climat-air-énergie à l'échelle de leur territoire, en grande couronne ou ailleurs, ils vont devoir dire à la métropole du Grand Paris, regardez, nous on a fait ce document-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et la métropole, elle va devoir donner son avis, en disant, ça nous paraît bien, ça nous paraît pas bien. Et ce qui va fonder la vie de la métropole, c'est ce qu'elle aura fait elle-même. Donc je vais traduire ce que vous disiez tout à l'heure. Si dans un des territoires autour de Paris, on élabore un SCOT ou un plan climat-air-énergie qui dit nous, on est très contents de produire, caricature, une énergie très carbonée, que nous, la métropole, le zéro carbone, on n'y croit pas et on va continuer. La métropole pourra lui dire, on peut se permettre de vous dire, regardez bien de dépendance que nous avons, que nous ne sommes pas d'accord, et l'État prendra en compte, dans le cadre de cette procédure, ce qu'on appelle d'enquête publique, le fait que la métropole n'est pas du tout d'accord, que, étant un territoire qu'on appelle servant, c'est-à-dire que puisque elle sert un certain nombre des échanges de la métropole, on va pouvoir dire les conséquences pour nous sont trop importantes pour qu'on vous permette d'aller dans cette démarche-là. Mais avant toute chose, il faut voter un SCOT, si on veut faire ça. Daniel Guiraud, je suis très inquiet, je vous vois prendre des notes de manière un peu frénétique. Et déjà, quand vous n'en prenez pas, vous dites les choses, alors là, je suis un peu inquiet. Bon, je ne vais pas répondre à la question directement, mais je vais y répondre après, vous allez voir. J'ai eu peur. Il y a un retard français important en matière de développement durable et d'énergie alternative. Par rapport à d'autres pays qui sont pris beaucoup plus tôt et qui sont beaucoup plus volontaristes, je pense qu'on est en retard. D'ailleurs, lesquels? Les pays scandinaves. Les pays scandinaves qui ont une avance très très forte sur nous en matière d'énergie renouvelable, y compris des pays qui ne sont pas forcément les mieux situés géographiquement. C'est pas là où la corbeille d'ensoleillement est la plus forte. Donc c'est pas forcément du solaire, mais en termes de géothermie, en termes d'énergie alternative, ils sont très forts. Donc je crois qu'on a pris du retard. Et je vais prendre un exemple, l'éolien. Évidemment, dans les zones urbaines denses, on ne peut pas mettre des champs d'éolien, c'est très compliqué, c'est voire même impossible. Sauf que là où c'est possible, il n'y en a pas non plus, ou très peu. Alors je ne sais pas sur les détails techniques, comment on stocke, c'est un vrai sujet, mais enfin qui sera levé par l'évolution des techniques, de la technologie, la science et la recherche. Eh oui, comment on stocke l'électricité, ça c'est vraiment mais enfin, il y a des solutions. Mais vous avez, alors je vais reprendre l'exemple d'un département que je connais bien dans le sud de la France. Il y a un plan depuis 10 ans, je crois qu'il y a une dizaine de sites éoliens qui sont, je crois qu'il n'y en a pas un qui est sorti encore. Et on voit des trucs qui sont vraiment très particuliers. Normalement, les écologistes et les chasseurs, ils sont pas copains, quoi.
Ils sont pas du même point de vue. Je me souviens quand Voynet était ministre de Jospin, les chasseurs lui pourrissaient la vie avec des manifs, y compris devant chez elle. Sauf que dans des endroits que je connais très bien, vous avez une union sacrée des chasseurs et des écolos pour éviter d'avoir les éoliennes. Les uns parce que ça fait fuir les sangliers, les autres parce que ça tue les lézards. On n'avance pas. Et le préfet du département considéré, depuis 10 ans, il ne peut que constater les dégâts, c'est-à-dire qu'il y a un plan qui a été voté, financé, etc., mais qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a cet élément, il y a des freins et check and balance dans l'évolution. Bon, mais dans la métropole... Dans la métropole, on peut avancer, y compris dans la zone dense. Par exemple, la question de la géothermie profonde. Il se trouve qu'on a la chance, dans la zone dense, d'avoir un sous-sol qui permet de trouver de la flotte très chaude à une proximité assez intéressante. Et donc, il y a déjà des projets qui sont sortis, d'autres qui vont sortir, vraiment, sur les limites de Paris. Bon. Ensuite, rien n'empêche d'avoir une vertu pédagogique à travers de petites opérations. Je prends un exemple. On a monté une association en Seine-Saint-Denis, à partir des Lilas, qui s'appelle Électron Solaire 93. Le principe, au départ, il est simple, c'est que la ville des Lilas, dont je suis maire, met à disposition des toitures publiques, de théâtre, d'écoles, etc., à une association qui installe des panneaux photovoltaïques. L'idée étant très rapidement de sortir de la sphère publique pour que des privés, des pavillons ou même des bailleurs sociaux fassent la même chose sur leur patrimoine. Je crois que c'est comme ça qu'on change les mentalités et qu'on peut avancer. Et enfin, la question qu'on pose initialement, c'était la relation avec l'extérieur de la zone dense, c'est-à-dire le reste de la région Île-de-France qui est couvert globalement par les zones agricoles. La ville de Paris a constaté, dans le domaine de la distribution de l'eau à travers Haute-Paris, qu'ils avaient d'énormes budgets pour dépolluer l'eau, parce qu'il a l'extrait des nappes de surface. Ouais. Bon. Et ils se sont rendus compte que ça coûtait moins cher d'attraper les agriculteurs dans le périmètre autour de ces zones de captage, les faire passer en agriculture bio en les subventionnant, ça coûte moins cher que de traiter l'eau à la source. Voilà un exemple d'imagination et qui permet d'avoir la bonne articulation entre la zone urbaine dense et, j'appelle pas ça l'interland, c'est pas très flatteur pour la zone rurale autour de la zone dense, mais néanmoins, et on est complémentaires, on est complètement complémentaires. Pour la question des circuits courts, aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des circuits courts, par exemple sur l'alimentation des cantines scolaires, tout simplement parce qu'on ne trouve pas de ceinture maraîchère autour de Paris. Comment est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, on a commencé à en parler dans la métropole, des mécaniques qui inciteraient à recréer un tissu maraîcher, parce qu'il n'y a pas une vache, il n'y a pas un potager, il n'y a que du colza et du blé tendre. Quand vous arrivez en avion, le Roissy ou Orly, vous voyez que du vert. Vous voyez pas un troupeau. Bon. Comment on arrive à inciter les agriculteurs, qui ont d'ailleurs d'énormes problèmes économiques, y compris sur de grandes exploitations extensives, à passer en bio et à permettre d'alimenter nos cantines scolaires, la restauration pour les seniors, etc. Je pense que voilà, il y a toutes ces pistes. Il y a un certain nombre de pistes et de sujets. Mais on n'a pas le plan climat et énergie métropolitain, le SCOT, on n'amène pas des solutions définitives, on amène aussi des méthodologies, des démarches, et en faisant adhérer un maximum d'acteurs à ces démarches, ça permet d'avancer. C'est un petit peu ça qu'on cherche. Et je pense que c'est tout à fait possible, et ce sont des idées qui maturent et qui finiront par devenir comme disait Marx, des forces matérielles. Florence Presson, sur la géothermie, vous voulez rajouter un mot, parce qu'il y a eu une visite là tout à l'heure à la centrale de Bagneux. Je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient. Ça existe en tout cas. Tout à fait, tout à fait. C'est effectivement, on est un certain nombre de villes à être attachées au syndicat du CIPEREC, qui nous apporte, je dirais, un service, une connaissance, une compétence par toute l'étude préalable et ensuite les conseils, je dirais, avisés, pour effectivement faire des études beaucoup plus précises et ensuite lancer des chantiers à partir du moment où on a, je dirais, suffisamment de logements à chauffer de façon à avoir un équilibre financier cohérent entre les prix du puits et puis ensuite l'exploitation. Parce que aujourd'hui, si on... Que saut tout seul, non, malheureusement, on n'a pas assez de consommation qui permettrait d'avoir un équilibre financier cohérent. Donc, la démarche dans laquelle on se trouve, c'est un travail réalisé avec nos voisins,
la ville de Bourg-la-Reine, une partie de la ville d'Antony, une partie de la ville de Fontenay, pour effectivement représenter un bassin suffisamment intéressant pour, à ce moment-là, faire ces travaux-là. Alors après, on pourrait dire, bah, c'est pas grave, on fait quand même les travaux tels quels. Mais on les finance, on les finance. Bon, je ne sais pas qui pourra être en mesure de prendre en charge le prix de l'énergie à ce moment-là. Mais la mairie de Sceaux. Et puis, oui, tout à fait. La mairie de Sceaux. Les impôts, non. Et je vois le premier adjoint qui... Voilà. Non, le principe... qui opine du chef, oui. Voilà, donc... oui, pardon. Donc effectivement, cette visite a été intéressante. Maintenant, l'objectif, c'est d'arriver à fédérer les villes voisines avec nous pour un projet de ce type. Alors Daniel Guiraud, vous me faites un signe, mais vous me faisiez comme ça veut dire oui, pas comme ça, trop long. Par acronyme, Scott, PCAM, ça, je vais en donner un autre, le STEN. Ah. C'est le schéma métropolitain pour l'énergie qu'on va lancer après les vacances d'été. Métropole du Grand Paris, en collaboration avec le CIPEREC, avec le CIGEIF, donc l'électricité, le gaz, et la ville de Paris. Hein. On veut justement faire un accord cadre pour avancer sur un schéma et avoir une programmation sur les questions énergétiques. Donc c'est quelque chose qui va être lancé très prochainement. Michel Joria, question là, qui rejoint les interventions précédentes. Est-il possible de créer de l'énergie propre dans la métropole du Grand Paris? Si oui, comment? Et est-ce que ça peut être compétitif par rapport au nucléaire, nous demande cette personne? Alors, on le fait déjà. On le fait déjà à travers, à travers notamment ce qu'on appelle le verdissement de tous les réseaux de chaleur et de froid qui irriguent le territoire métropolitain. Donc, puisqu'en fait, on a la chance d'être sur un territoire qui a dans le sous-sol, ce qui était dit juste avant, une quantité d'énergie à travers de la chaleur géothermie. Et pour vous donner juste un exemple, en 10 ans, entre 2009 et 2019, le taux d'énergie renouvelable dans les réseaux de chaleur et de froid du territoire métropolitain est passé de 29% en 2009 à 44% en 2019. Voilà. Merci. En 2019. Sur le cœur de la métropole, donc notamment le réseau de la CPCU, qui s'occupe notamment de Paris, on atteint aujourd'hui 51% d'énergie renouvelable dans le réseau de chaleur. Et dans les différents documents, plan climat métropolitain, etc., on vise des objectifs progressivement 60, 70, 80, 100%. Bon. Donc, peu de personnes le savent, mais on est déjà assis sur, à l'échelle de la métropole, 44% d'énergie renouvelable dans les réseaux de chaleur et de froid de la métropole. Bon. Et ça a un prix acceptable? Alors, si ça devait être... C'est une très bonne question. Les réseaux de chaleur, il n'y a pas de prix de la chaleur en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix... On a un prix de l'électricité en France qui a augmenté au 1er juin. On a un prix du gaz, alors, en fonction du type de consommateur que vous êtes, si vous êtes un consommateur individuel, un consommateur intermédiaire, un consommateur industriel, vous avez des prix qui sont différents, mais ce sont des prix qui sont nationaux. Ok, des prix nationaux. Il n'y a pas de prix de la chaleur. Chaque réseau de chaleur, en fonction de son histoire, de la manière dont il a été financé, de la manière s'il a été, est-ce qu'il a été amorti ou pas, etc., a son propre prix. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'en Ile-de-France, grosso modo, le prix de la chaleur varie entre 24-25 euros du mégawattheure, donc ce qui est très bas, jusqu'à 110-120 euros du mégawattheure. C'est la fourchette de prix en fonction de là où vous habitez et de l'histoire de votre réseau. Un bon prix de la chaleur, c'est un prix qui tourne aujourd'hui entre 60 et 70 euros du mégawattheure. Ce qui fait que, à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, pour un logement de 70 mètres carrés, vous vous chauffez avec 600 euros par an. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas de prix de la chaleur et ça dépend, et c'est là où c'est extrêmement important, on fait un lien avec ce que disait Florence Presson juste avant, c'est pour ça que toutes les études amont, tout ce qui permet d'avoir un schéma d'études qui vous permet de dire, ben voilà, à quoi je peux me raccorder pour avoir le meilleur prix, quel type d'investissement, quel type de forage, comment j'explore ma nappe, etc., est extrêmement important parce qu'il vous permet d'avoir le prix le plus optimisé. Bon, Michel Joria, vous êtes trop intelligent pour moi.
j'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, dans la métropole, de fabriquer de l'énergie, que ce soit de la géothermie, que ce soit avec des moulins à eau, avec ce qui est tombé cet après-midi, je ne sais pas, et que cette énergie arrive à un prix qui soit compétitif par rapport au prix du nucléaire? Alors, oui ou non? il n'y a pas de prix de... Voilà. Oui, c'est ça. Alors voilà. Donc, il veut même plus me répondre. On a dit la même chose. Alors, ce soir, moi, je suis sur le thème des prix. Il n'y a pas les prix du nucléaire. Il y a les prix de l'électricité qui est produite par du nucléaire, du gaz, des énergies renouvelables. Il y avait les charbons et on l'a sorti. On est en train encore de le faire. Donc, tout cela arrive à une partie qui est le marché de l'électricité. Après, on y rajoute les prix les coûts du transport. Donc, on a d'une part les transports, voilà, Enedis, la distribution jusqu'à chez nous. Il y a les réseaux RTE, et ce sont des monopoles régulés donc il faut qu'on les paye. Hein. Et après, il y a donc jusqu'au consommateur final, il y a les fameuses taxes. Bon, l'électricité est extrêmement taxée, comme tous ces biens dont on dépend et on ne peut pas s'en passer. Et donc cet empilement arrive à un prix de l'électricité et c'est pas un prix du nucléaire. On peut parler du coût du nucléaire et là c'est encore c'est un trou noir. Mais après on a les prix de l'électricité donc on est sur un consommateur comme là, hein, comme nous, jusqu'à avant le 1er juin, on est arrivé à le dire, le fameux prix de l'électricité. 16 centimes par kilowattheure, avec donc la hausse, c'est un peu plus, et ça dépend en fait du mix énergétique. Donc, et si on arrive à avoir un peu moins de nucléaire, on aura plus de renouvelables. On arrive, oui, on arrive pratiquement au terme de ce débat, mais il y a une bonne question qui pourrait sans doute nous servir de conclusion. On se focalise beaucoup sur l'aspect financier de la transition. Et c'est vrai qu'on aura finalement beaucoup parlé de gros sous ce soir. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres arguments écologiques, bien-être, santé à mettre en avant pour motiver les habitants? Et évidemment, je me tourne vers les élus. Vous faites une moue incroyable, Ivo Moscovici. Pourquoi est-ce que c'est pas vrai, on se focalise pas sur l'aspect financier. On a parlé, Guillaume a dit, bien évidemment, sur les aspects de santé, on n'a pas abordé les problèmes d'îlots de chaleur et les problèmes de qu'est-ce qui se passe dans les cas de forte chaleur où on a un problème d'îlots de fraîcheur dans la métropole. On a parlé de bien-être parce que, bien évidemment, quand on a une métropole où on respire mieux, où on est capable d'anticiper demain de par l'augmentation de la résilience des phénomènes climatiques qui vont être gravissimes, il faut le dire, aujourd'hui. On a parlé de la lutte contre les inondations dans la première réunion publique. Un certain nombre de choses qui font qu'on est en train de préparer. C'est pas seulement pour la transition énergétique pour elle-même, c'est pour préparer demain notre résilience et notre survie. De dire, si on continue comme ça, on prépare des événements climatiques gravissimes et donc un problème de confort de vie. Et puis, par contre, pour répondre à l'internaute qui a posé cette question, oui, le problème financier il est au centre du débat. Parce que si on ne le prenait pas en compte aujourd'hui, on ne serait pas des gens réalistes. Pourquoi ? Parce que les caisses de l'État et des collectivités sont vides. On est face à un État et à une puissance publique totalement impécunieuse. Donc, bien évidemment, il faut en parler. Et puis, on l'a dit, peut-être que l'autre solution, parce que peut-être que les ingénieurs de Bercy ou les inspecteurs de Bercy qui étaient avec M. Durugy, eux, ils ont la vision financière publique, c'est-à-dire en disant, attention aux caisses de l'État. Mais moi, je pense que la solution, elle n'est pas dans les caisses publiques. Elle est de dire que l'économie, et c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir une économiste à notre table, c'est que l'économie globale peut, et on l'a montré depuis le début, servir, si la règle est bien prévue, si le cadre juridique est totalement assuré, l'économie peut prendre en compte, et moi je pense qu'il peut y avoir une économie qui tourne autour de cette transition énergétique. Donc oui, c'est le nerf de la guerre, mais si on ne le faisait pas, et si on ne le prenait pas en compte, on ne serait pas des élus responsables, ou en tout cas des citoyens responsables, parce que ça ne concerne pas que les élus, ça concerne tout le monde. Donc moi je suis pas d'accord avec l'internaute, on n'a pas que parlé que de ça, et si on ne parle pas de ça, on passe à côté du sujet. On passe à côté du sujet, on n'est pas passé à côté. Il paraît qu'il y a une question dans la salle. Oh, il y en a plein là, alors attendez. Bon, alors,
Vous l'avez abordé un tout petit peu par rapport à la méthanisation et au biogaz et aux possibilités de connexion avec les territoires qui servent Paris. J'ai entendu dire que c'était extrêmement subventionné, extrêmement cher. Je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que c'est aussi cher pour toutes les raisons, mais est-ce qu'on pourrait considérer aussi l'intérêt justement pour la France de développer des liens et donner un prix à ça qui soit cohérent? Et au-delà de la France aussi, avec la compensation intégrée dans l'économie réelle, le critère compensation avec le prix du gaz, intégrer ça un petit peu de façon plus claire, en le mentionnant, parce que entre autres, quand on achète quelque chose, on ne sait pas forcément si c'est équilibré ou pas au niveau du carbone. Est-ce que c'est totalement équilibré ou pas? Moi, j'aimerais bien, quand j'achète n'importe quoi, qu'on me dise le bilan carbone de ça, c'est ça. Quand tu l'achètes ici, à Paris, c'est déséquilibré, c'est très nocif ou pas nocif. Et peut-être taxer plus les choses qui sont vraiment pas vertueuses. Un logement qui n'est pas du tout isolé parce que les gens disent moi je m'en fiche, je veux pas payer plus cher, ça m'intéresse pas. Et ben peut-être que si leur consommation au mètre carré était très chère, comme un véhicule très polluant, on pourrait taxer plus ceux-là qui veulent vraiment faire aucun effort. Et comme ça serait durable, ça donnerait un prix au logement et ça donnerait ça valoriserait les économies d'énergie. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi en France on parle si peu d'une part de la compensation et des solutions de méthanisation. En Allemagne, il y a plus de 7000 usines de méthanisation. En France, péniblement, à la fin 2019, on vise peut-être d'essayer d'arriver à passer à 1000. C'est-à-dire, vraiment, on est très très loin du compte, alors que, oui, on a le nucléaire, ça c'est très bien, mais donner du travail aux gens à la campagne en valorisant et en recyclant et en stockant du CO2 dans le sol, c'est pas idiot. Moi, je trouve que ça vaut la peine. On va répondre à votre question, monsieur, évidemment, mais on va peut-être prendre la question de monsieur dans la foulée. Oui, voilà, ça marche. Il y a le film qui a été projeté en début de séance dit qu'aujourd'hui, la métropole Grand Paris compte 7 millions d'habitants. 7 millions 4, oui. Et il y a un projet, les chiffres annoncés c'était 7 millions, avec une échéance à 2050, dans 30 ans, de 7 millions 5. Je ne vais pas me bagarrer sur les chiffres, mais ça fait une augmentation en gros de 7 à 8%. En même temps, on peut espérer que dans les 30 prochaines années, on peut espérer pour tout le monde qu'on va voir une augmentation du niveau de vie, ou en tout cas du niveau de vie des personnes les plus défavorisées. Pour ces deux raisons, qui sont d'une certaine manière mécaniques, on va mécaniquement être obligé d'offrir plus d'énergie pour la métropole Grand Paris. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes ou une organisation, une institution qui est chargée de réfléchir et de se fixer des objectifs précis en matière de quantité d'énergie à fournir à la métropole Grand Paris pour qu'elle puisse atteindre tous les objectifs, ce que je viens de dire à propos des effets mécaniques, mais en même temps atteindre tous les objectifs de développement qui sont développés dans ce film. Merci, monsieur. Qui veut répondre? Alors peut-être sur la première question, sur la fiscalité de l'énergie. Là, c'est plutôt pour de ce côté-ci de la table, on va dire. On parle encore d'argent, hein. Bon, voilà, mais pardon, monsieur l'internaute. Peut-être d'abord sur la méthanisation. Et effectivement, la France a démarré avec un petit peu de retard, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on accélère. Et on accélère très significativement sur la production, entre guillemets, de gaz vert, donc produit à base de méthanisation. Pour vous donner un petit exemple pour l'Île-de-France, hein, on lance chaque année des appels à projets pour soutenir, contribuer financièrement à ces projets-là. Au cours des 5-6 dernières années, on arrivait péniblement à 7 projets par an. Cette année, on en a reçu 27. Et on est obligé de lancer une seconde session d'appel à projet au mois de juin. Et là, quand on discute avec les différents gestionnaires de réseau de gaz, notamment GRT Gaz et GRDF, à travers les contacts qu'ils ont, puisqu'en fait on connecte les méthaniseurs au réseau, ils ont sur les 3-4 prochaines années plus de 100 projets identifiés en magasin.
donc pour l'ensemble de l'Île-de-France. Donc on a une tendance qui est assez intéressante. Ça reste encore une technologie qui est un petit peu chère, notamment parce que c'est un petit peu complexe, il n'y a pas tant d'effet d'échelle que ça, par rapport à d'autres filières, mais nous ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand on met un taux d'aide grosso modo de 15-20%, on a le secteur bancaire et les fonds d'investissement qui suivent. Ils sont là. Et ils nous appellent quasiment tous les jours en nous demandant quels sont les projets que vous voyez, parce que moi j'ai des obligations d'investir mes fonds de plus en plus dans des technologies vertes, et la méthanisation est un sujet qui m'intéresse. Donc si vous mettez 10% ou 15%, moi je m'occupe du reste. Et à terme, mon objectif, le terme c'est 2020 ou 2022 ou 2025, c'est que ça s'autofinance avec une économie et une illustration d'une filière avec une économie verte, parce que le secteur bancaire traditionnel et les fonds d'investissement traditionnels, donc les mécanismes de financement traditionnels de l'économie, se seront posés sur ces filières-là. Donc là, moi je suis plutôt confiant sur ce sujet-là. Sur la question du prix, la loi gaspillage, qui s'appelle l'économie circulaire, va ouvrir des questions de mécanismes de modulation des prix en fonction de l'impact environnemental, etc. Le fond de ma pensée sur ce sujet-là, c'est que moi, je pense que, et notamment à l'échelle métropolitaine, ça serait un très beau projet pilote. Il faut qu'on apprenne, chacun d'entre nous, à jouer avec un budget carbone. Grosso modo, il faut qu'on ait une petite appli qui nous dise, voilà, pendant 1 an, vous allez avoir un mode de vie normal, votre mode de vie d'aujourd'hui. Puis ce mode de vie, en fait, vous allez voir petit à petit, j'ai fait mes courses, je suis parti en vacances, en voiture, sans voiture, etc. Et puis j'ai ma cible, facteur 8 à tel horizon. Et est-ce que je suis loin de ma cible? Est-ce que je suis près de ma cible? Et puis en fait, si j'achète pas des mangues qui viennent de je sais pas où, mais que j'achète plutôt du raisin qui vient d'à côté, si j'achète ça plutôt que ça, en fait, petit à petit, comment je me rajoute? Il y a tout un travail d'éducation et d'apprentissage de ce que c'est cette vie bienvenue dans le monde sobre en carbone. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'avant d'envoyer un signal prix, il faut aussi qu'on apprenne aux gens à ça. Et ça doit être la combinaison de ces deux choses-là. Et ça, c'est un joli projet métropolitain qui ferait de la métropole quelque chose de pilote. On serait heureux de le mettre en œuvre avec des financements de l'ADEME éventuellement. Alors peut-être Daniel Guiraud d'abord, et puis on vous donnera le mot de la fin, parce que il est 22h et il va falloir qu'on rende l'antenne, comme on dit. Monsieur a posé une question qui est fondamentale. Oui. C'est celle des différents documents de planification. Il y en a un qui s'appelle le schéma directeur de l'Île-de-France, qui prévoit une augmentation de la population dans le périmètre qui est actuellement bâti. L'idée étant juste d'ailleurs de refaire la ville sur la ville plutôt que de grignoter sans cesse les terres agricoles. Ceci étant posé, il y aura augmentation de la population, et donc la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris, qui est importatrice nette de façon très déséquilibrée d'énergie, importera encore davantage. Ensuite, je pense qu'il faudrait voir l'intérieur de la boucle n'est pas quelque chose d'uniforme. Hier, il y a eu la publication, ou récemment, la publication d'un rapport de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France sur l'évolution du pouvoir d'achat. Vous parliez du pouvoir d'achat. On voit bien que cette région qui est la plus riche d'Europe occidentale est celle également où les disparités sont les plus fortes et les contrastes les plus importants. Et que, en tendance, les écarts ne se résorbent pas, au contraire, ils se creusent. Ce qui veut dire que la question sociale recoupe complètement la question environnementale. Et d'ailleurs, en Seine-Saint-Denis, quand on prend la carte du RSA, qu'on la superpose au papier calque avec la carte de l'exposition au bruit des populations et à l'exposition aux particules fines, PM2,5, PM10, au dioxyde d'azote, ce sont les mêmes zones géographiques. C'est-à-dire que les pauvres, ils sont généralement le long des autoroutes et des endroits exposés. Et donc il y a un enjeu dans la question environnementale qui est celui de la question, on retrouve toujours la question sociale. Et par rapport à la discussion précédente, moi je dirais que je ne crois pas du tout au marché pour réguler tout ça. Je ne crois pas qu'il y aura une main invisible qui mettra la cohésion. Je pense qu'il faut que la puissance publique intervienne et qu'intervienne fortement. Voilà, donc
Donc ça me paraît quelque chose de fondamental. Voilà, S'il n'y a pas ça, on ira la vers main invisible du marché contre la main de l'État. Juste pour conclure. Un bon bras de fer. On n'a pas vu de gilets jaunes en métropole du Grand Paris, ou très peu, vraiment de façon très marginale. Ils sont venus manifester, venus manifester sur les Champs-Élysées, mais on n'a pas vu. En revanche, moi j'ai bien connu en 2005, comme tous les autres maires qui étaient présents sur certains territoires, notamment du nord et de l'est parisien, le chaos urbain, des émeutes urbaines, après que deux garçons qui s'appellent Ziad et Bouna aient été électrocutés. Et nous avons une réunion publique à Clichy-sous-Bois. Simplement que la plaine est actuellement sèche, et que même cause pour en produire les mêmes effets, ça peut se reproduire n'importe quand. Donc je crois que la question de la cohésion, c'est aussi la cohésion sociale, et qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Bon, vous savez à quoi on reconnaît un bon débat? C'est quand on en sort un petit peu frustré. Je sais qu'il y a encore des questions, et il y en aurait beaucoup d'ailleurs, parce que cette question de l'énergie, elle n'est pas prête d'être asséchée. Cependant, il va falloir qu'on conclue notre réunion publique de ce soir, même si le débat continue. Et pour conclure, nous avons Ivan Iskovic, autrement dit Papa Scott. Oui. Et je vais conclure en vous démontrant ce que vous avez posé comme question. Première question de ce débat, Olivier de la Garde. Mais comment vous pouvez travailler ensemble? Vous voyez, moi je suis plus main invisible que puissance publique. Et ça n'empêche pas qu'on est capable de travailler ensemble, parce que finalement, l'un ne va pas sans l'autre, et peut-être l'autre ne va pas sans l'un. Pour autant, on peut être différent et avoir des sensibilités différentes et penser la même chose. Ce que dit Daniel Guiraud sur les populations et l'impact social. Et on est tous les deux des élus de l'Est, même si on ne croit pas tous les deux dans la main invisible. Et pourquoi les populations historiquement dans les faubourgs étaient à l'Est? Parce que les vents dominants des usines parisiennes allaient de l'Ouest à l'Est. Donc les vents et les mauvaises fumées allaient vers l'Est. Voilà, pour vous dire que le lien entre la transition énergétique et ce qu'on fait comme cohésion sociale dans une métropole, il est puissant. Et pour répondre à ce que vous disiez, monsieur Le Scott, on le fait pour 20 ans, à peu près, 15-20 ans. Vous dites, mais comment vous allez anticiper cette augmentation de population? Figurez-vous qu'on le fait, et que quand on fait un SCOT, on est obligé d'avoir des documents très précis sur l'évolution des populations et la façon dont les populations vont croître potentiellement, et dont on va répondre à leurs besoins, quels qu'ils soient. Et donc j'ai envie de vous dire que, pour conclure ce débat, la métropole de demain, on ne sait pas comment elle sera, on ne sait pas quelles frontières elle aura, on ne sait pas comment elle sera gouvernée. Ce dont on est sûr et ce dont on partage le constat tous ensemble, c'est qu'elle doit être verte et elle doit préparer la métropole neutre en carbone. On est tous d'accord, quasiment unanimement là-dessus, c'est déjà une bonne chose. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure conclusion pour ce type de débat, Olivier de la Garde. Merci beaucoup, Ivan Iskovic. Fin de cette réunion publique. Applaudissements, s'il vous plaît, pour nos participants. Prochaine réunion publique, nous serons à Saint-Ouen le mercredi 12 juin, c'est-à-dire dans une semaine exactement. Nous parlerons transport avec ce grand pari des déplacements. Soyez nombreux à Saint-Ouen ou sur Internet pour continuer à nous suivre. Merci à tous, bonne soirée.